Je laisse peut-être la parole à Bourg-en-Bresse pour nous faire peut-être un retour sur ce qui se passe sur leur territoire. Alors, on n'a pas de présentation, hein, parce que le but, c'était bien évidemment de pouvoir rester l'esprit libre et disponible pour répondre. Je dirais, alors, il y a différents points sur lesquels il me semble qu'il y a des éléments à apporter, parce qu'ils ont été soulevés au cours de la présentation. Juste pour commencer, juste dire que la communauté d'agglomération, elle n'a que 3 ans. Elle est issue de la fusion de 7 intercommunalités. Et donc, nous avons travaillé depuis 3 ans ensemble avec des services à la mise en place de notre PAT. C'est un travail qui est encore frais et qui demande encore beaucoup de travail et de temps pour arriver à produire des effets. Voilà, il faut avoir cet élément-là. Ceci étant dit, au travers je vais reprendre les différentes présentations dans l'ordre. J'ai vu des éléments concernant After. Alors, ce n'est pas quelque chose qui nous était inconnu, puisque finalement, dans les travaux que nous avons menés, nous avons un conseil local de développement à l'agglomération de Bourg-en-Bresse qui s'est saisi de la question de l'urgence climatique. Dans la mise en place de notre territoire, on a cherché à mettre en place un projet de territoire. On met en place un projet de territoire qui se compose de différents schémas plutôt thématiques, mais avec des volontés communes, qui est celle de rentrer dans une logique de transition écologique du territoire et de solidarité au sein des territoires. Ça, c'est un chapeau commun. Et des schémas. Et parmi ces schémas, on a un schéma agriculture-alimentation, on en a d'autres, mobilité, zones d'activité économique, etc., qui sont en lien, bien évidemment, avec les compétences de la communauté d'agglomération. Et le CLD a pris 3 schémas thématiques, la mobilité, le logement et le schéma agriculture-alimentation, pour nous faire des propositions et avancer sur cette question de l'urgence climatique. Et parmi les propositions qui ont été faites par le CLD, c'est justement de rentrer sur une démarche prospective. Alors, on nous a parlé d'After 2050, effectivement. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, ce que je leur ai dit, ce que nous leur avons dit quand nous avons restitué des réponses aux propositions du CLD. Parce que, quelque part, au-delà même de l'outil, des chiffres, de ce que ça amène, je pense qu'il y a une véritable dimension pédagogique pour entraîner et donner du sens. Parce que finalement, ce qui est important là derrière, c'est de donner du sens à tout le monde. Et ça, on est clairement dans le rôle que l'on peut avoir d'un territoire, c'est donner du sens. Et je dirais qu'il y a une volonté politique. La volonté politique, c'est d'établir un sens sur le territoire, de faire en sorte que les acteurs du territoire s'engagent dans cette direction de transition écologique, dans cette direction d'une alimentation qui est relocalisée sur notre territoire. C'est la volonté politique qui peut s'exprimer comme ça. Voilà. C'est différent de la responsabilité politique parce que clairement, c'est pas le vice-président, même accompagné des services techniques, qui va changer les choses de lui-même avec sa petite baguette magique. Ça se passe pas comme ça. C'est bien évidemment aux acteurs du territoire d'évoluer et de changer. Et l'outil prospectif est un outil, à mon sens, très pertinent pour faire entrer un territoire dans un regard. Il s'agit de regarder l'avenir, voilà, et de poser l'avenir et de le regarder ensemble et d'essayer de faire converger nos vues vers cet élément-là. La deuxième présentation, finalement, elle nous amène des éléments techniques, des éléments de réflexion. Je laisserai Pauline en parler peut-être un peu plus, parce que finalement, ça a été utilisé dans le cadre de notre PAT. Donc, voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet pour l'instant. Mais finalement, voilà, d'autres points que j'ai entendus, on parlait de financement, de mise en œuvre de politique, notamment sur la question des financements. Moi, je voudrais dire que là-dessus, c'est un peu compliqué comme sujet.
à l'échelle d'une agglomération. Parce que quand on regarde bien, les politiques agricoles qui sont mises en place, elles sont essentiellement enfin, créées et conçues à une échelle qui n'est pas la nôtre, et de toute manière, on ne nous demande pas notre avis. Voilà. Il faut être très clair sur le sujet. Donc c'est compliqué, parce que même si on a des volontés locales, les aides à l'installation du FEADER, on n'est pas très peu concerné. On a un petit peu un bout d'enveloppe sur un programme leader. On peut, comme on l'a fait à la communauté d'agglomération, prendre des moyens, dégager une enveloppe sur ce sujet. On ne sera jamais à l'échelle des transformations qu'il y a besoin de mener au sein des exploitations. Voilà. Alors on favorise, on va créer un écosystème qui va générer des envies de changement, qui va sensibiliser, qui va accompagner sur certains sujets. On pourra peut-être arriver à investir, porter certains projets ponctuels, emblématiques, qui peuvent sans doute donner des idées et puis espérer qu'on arrive à essaimer, on va dire, de manière large sur le territoire, des envies de changement. Voilà. Et en même temps, ce que les gens nous renvoient, ce que la population nous renvoie, nous élus, c'est des attentes qui sont très fortes. Et il y a une déconnexion quelque part entre les attentes et nos moyens d'action. Et le seul moyen que je vois aujourd'hui pour y remédier, c'est d'arriver à embarquer tout le monde dans le même bateau et pour aller vers la même direction. Voilà. Je rebondirai peut-être après sur d'autres sujets. Mais... Du coup, pour préciser, vu qu'on ne l'a pas encore dit, mais la communauté d'Agglo, c'est 74 communes, 135 000 habitants, avec une ville-centre, donc Bourg-en-Bresse, on dit le cas en général chez nous, Bourg-en-Bresse avec 40 000 habitants, et en fait, c'est quasiment 70% de notre surface qui est de la surface agricole sur le territoire, donc avec des enjeux agricoles très forts. Monsieur Nicolier le précisait, on est issu de la fusion de 7 intercommunalités. Et sur ces 7 intercommunalités, une seule avait commencé à se questionner sur les sujets d'approvisionnement locaux pour leurs cantines et un petit peu sur la partie ébocagère, vu que nous sommes un territoire bressant, donc un territoire de bocage. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais le paysage pour nous est aussi quelque chose d'hyper important, vu qu'on a un territoire d'élevage. Alors, on ne vous a pas sorti les chiffres sur un diaporama, mais pour donner un ordre d'idée, on a fait ce petit exercice entre production et besoins de nos citoyens, et on se retrouve à 330% de production en termes de viande et plus de 2500% en termes de production par rapport aux besoins sur les produits laitiers. Donc voilà, en termes d'élevage, on est plus qu'excédentaire. Et aujourd'hui, finalement, c'est pas tant la relocalisation, c'est plus les filières longues. Parce qu'aujourd'hui, quand on échange avec nos partenaires, c'est finalement ces sujets-là qui reviennent de dire mais on serait d'accord pour faire plus de maraîchage, etc. Mais finalement, toutes les filières économiques sont basées sur ces systèmes de production plutôt d'élevage, avec tous les maillons de la filière qui sont présents sur le territoire et qui permettent d'exporter, qui permettent d'avoir la valeur ajoutée économique aussi, qui revient sur le territoire grâce à ces filières plus longues. Et donc c'est vrai qu'on entend bien qu'il y a quand même des positionnements qui sont complètement différents. Et quand on est sur un territoire comme ça, où par contre on n'a que 5% de nos produits maraîchers et moins de 20% sur la partie céréales qui est produite sur le territoire, en effet on se dit qu'il y a des choses par rapport à tout ce qu'on a vu avant qui vont avoir nécessité à bouger. Mais évidemment, en étant moins de 2 ETP à l'agglomération, et forcément, comme le disait Monsieur Nicolier, notre but, nous, en tant que PCI, en tant qu'agglo, c'est de mettre tout le monde autour de la table, c'est de pouvoir s'assurer que tous les acteurs du territoire veulent aller dans le même sens. Ce qu'on a réussi en 3 ans, c'est du coup de d'écrire ce schéma agriculture-alimentation. J'aime à préciser qu'au démarrage, c'est un schéma agriculture. Et puis, même au cours de la concertation, en fait, grâce aux échanges, alors on a cité le conseil de développement, mais également tous les acteurs associatifs ou autres qui étaient autour de la table, c'est devenu, au bout de quelques mois, le schéma agriculture-alimentation, et ça a été rajouté dans le titre. Aujourd'hui, dans le titre de Monsieur Nicolier en tant que vice-président, il y a uniquement agriculture. L'objectif pour le prochain mandat, pourquoi pas SIA, ce serait de rajouter ce terme alimentation et de l'afficher effectivement comme une politique sur le territoire. J'ai perdu le fil.
Bah oui, c'est une proposition inédite de rajouter. Non, c'est important. Voilà, vous aurez compris que, comment dire, on a besoin d'arriver à organiser cette gouvernance sur le territoire avec cette logique pour aller dans cette logique de relocalisation. Voilà, ce que je voulais compléter, c'est sur l'ensemble des enjeux environnementaux qui ont été exprimés, qu'à titre personnel je partage, bien évidemment. Il faut bien voir que quand on touche sur un territoire comme ça, finalement, avec une production en viande aussi importante, qu'on passe dans des scénarios de réduction, on peut avoir des impacts importants sur des filières économiques. C'est quelque chose à avoir en tête. Que dans le même temps, les surfaces dont on aurait besoin en maraîchage, par exemple, elles sont relativement modestes à l'échelle du territoire. Donc ce n'est pas non plus complètement impossible pour arriver à rééquilibrer des choses. Et que, au-delà même de tout ça, on parlait de paysage, mais on est sur un territoire de bocage. On a énormément de... Enfin, on a des haies qui souffrent, mais on a encore des haies qui sont présentes sur le territoire, qui composent véritablement le visage de la Bresse, qui font que ça ne ressemble pas à la Brie ou à la Beauce ou à je ne sais pas quel territoire qui est devenu complètement, comment dire, uniforme. On a de la production de céréales, on a de la chance en Bresse de pouvoir produire du maïs sans irrigation, aujourd'hui, dans tous les cas. Ça peut évoluer peut-être avec les questions de changement climatique, mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de grand-chose pour pouvoir faire évoluer le territoire pour être autonome, mais la marche à franchir, elle me paraît quand même assez complexe dans le sens où on se rend compte que pour pouvoir arriver à faire ça, il faut arriver à faire en sorte que ce soit toutes les filières qui évoluent en même temps et aux différents stades. Voilà. À la fois du côté de la consommation, de l'aval, mais également pour pouvoir toucher jusqu'à l'amont et également sur les parties intermédiaires qui manquent aujourd'hui sur le territoire. Clairement, il nous manque des outils intermédiaires entre la production et la consommation pour pouvoir arriver à relocaliser et arriver à générer une économie locale qui doit être viable pour les exploitants, il ne faut quand même pas l'oublier à la fin, et qui permettent d'alimenter le territoire avec ses propres productions. Voilà. Donc on essaye de répondre avec différents outils, oui, j'ai compris. Voilà, on a répondu à l'appel à projet sur le PAT, on a lancé un appel à projet nous-mêmes sur le territoire en espérant voir sortir des projets, parce que les 200 000 € qu'on met sur la table, c'est pas énorme, mais c'est en tous les cas, on espère un effet levier pour qu'on voit des structures intermédiaires du monde agricole se regrouper et proposer des projets qui vont dans ce sens-là, et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Pour compléter, en effet, une des choses qui a été aussi un frein par rapport à notre construction, notre schéma gris et puis du PAT, c'est justement quand la somme des 50 000 € du PAT a été annoncée à nos partenaires. Après tout ce travail de 2 ans de concertation, un fourmillement énorme, plein d'idées d'action à sortir sur le territoire, et où finalement on se dit, les PAT, certes, c'est très bien pour communiquer, mais finalement c'est 50 000 € sur 2 ans pour essayer de faire des projets. On se rend vite compte que oui, ça peut aider, mais finalement ça ne va pas changer grand-chose. Et que c'est là-dessus où du coup le territoire a souhaité mettre 200 000 € en fonds propres de la CA3B pour cette année 2020, pour lancer cet appel à projet sur le territoire, pour faire
faire émerger des actions finalement de nos acteurs. Sachant que vu qu'on vient de faire à peu près 18 mois de concertation, 12 ateliers participatifs, plus de 300 personnes sollicitées, on avait déjà fait pendant l'été un recensement de tous les projets existants sur le territoire, ce qui nous a permis, là on va sortir dans quelques jours un petit livret qui recense finalement tous nos acteurs du territoire, ce qu'ils ont bien voulu nous faire remonter comme action déjà aujourd'hui. On leur avait aussi demandé de faire remonter toutes leurs idées d'action et les freins aujourd'hui qu'ils rencontrent pour mettre en œuvre ces actions. Est-ce qu'il manque de compétences? Est-ce qu'il manque de partenaires? Souvent, on ne se le cache pas, on en est tous conscients, il manque de financement, évidemment. Et donc, le but, c'était de pouvoir faire connaître aussi ces idées. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui ne se connaissaient pas ou peu, ou qui n'avaient pas échangé sur ces idées et qui avaient la même idée et qui sont en train de monter des petits collectifs de 2-3 assos pour mettre en place des projets où tout seuls, ils n'y arrivaient pas et à plusieurs, ils devraient y arriver.